Bienvenue à Arrêt sur le monde. Arrêter, torturer et même tuer des gens en raison de leur orientation sexuelle serait une pratique courante en Tchétchénie. Pire, c'est une pratique qui serait cautionnée en plus haut lieu. Après un scandale qui avait eu des échos à l'échelle mondiale il y a près de 2 ans, on a appris récemment que les autorités tchétchènes se seraient livrées à nouveau à ce qui a été appelé une purge homosexuelle. Toronto, été 2017. Des dizaines de réfugiés tchétchènes arrivent en sol canadien. La plupart sont des hommes homosexuels. Ils ont été arrêtés, emprisonnés, parfois même torturés par les autorités tchétchènes. Pour les personnes LGBT en Tchétchénie, c'est le prix à payer pour aimer. Tout commence le 1er avril 2017. La communauté internationale est secouée par la publication d'un article du journal d'opposition russe, Novaya Gazeta. Un article qui révèle l'existence d'une purge homosexuelle orchestrée par le chef de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov. La France, l'Allemagne, le Canada et plusieurs autres pays dénoncent la situation et exhortent le président Poutine à intervenir auprès des autorités tchétchènes. La tâche est ardue. Ramzan Kadyrov réfute en bloc. Il va même jusqu'à nier l'existence des personnes LGBT. Nous n'avons pas ce genre de personnes ici, dit Kadyrov. Nous n'avons aucun gay. S'il y en a, emmenez-les au Canada. Le Canada, aidé de l'ONG Rainbow Railroad, donne l'asile à des dizaines de Tchétchènes. La mission se déroule dans le plus grand secret et n'est dévoilée que quelques mois plus tard aux médias. Pour ces réfugiés, c'est le début d'une nouvelle vie dans un pays reconnu pour son inclusivité des communautés LGBT. Alors, nos invités pour en parler en studio avec nous, Alexis Labelle, elle est doctorante et chargée de cours en sciences politiques à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse au mouvement LGBTQ+. Ahmed Hamila, également doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Il travaille sur le traitement des demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. D'abord, dites-nous, la communauté internationale a exhorté Vladimir Poutine à faire enquête sur la purge de 2017 en Tchétchénie, mais est-ce que vraiment les autorités russes ont pris la chose au sérieux? C'est ce qui a été dit. Ça a été dit que la Russie a fait son enquête. Elle n'a pas trouvé de purge dans l'enquête. Après, plusieurs associations ONG LGBT remettent en question le fait que la Russie ait vraiment fait cette enquête. Là, C'est pas un problème préoccupant pour les autorités russes, bref. Non, d'autant plus que la Tchétchénie jouit d'un certain statut une autonomie, si on veut. Donc, c'est certain que Moscou n'est pas nécessairement favorable à une ingérence par rapport à ça. C'est sûr que le réseau Russian LGBT Network condamne effectivement le silence de Moscou. Mais c'est certain, il faut comprendre encore une fois que la Tchétchénie jouit d'une autonomie relative. Mais est-ce que c'est un peu la seule issue possible que Moscou fasse pression? Parce que de faire pression directement sur le régime tchétchène, ça semble une tâche ardue. Oui, d'autant plus que l'intolérance envers l'homosexualité est en hausse en Russie en général. Malgré la décriminalisation de l'homosexualité en 1993, il y a des lois discriminatoires qui ont été passées depuis. Donc, disons que la Russie n'a pas elle-même un bilan très positif en matière de droits LGBTQ. Et à l'intérieur de la Russie, en Tchétchénie, c'est là peut-être où c'est le pire, en fait. C'est là où c'est le pire, parce que c'est là qu'on en parle en ce moment. Est-ce que c'est pire qu'ailleurs? Je ne suis pas certain. Ah oui? Il y a eu, on a beaucoup parlé en Russie des lois anti-propagande homosexuelle, ce qui a fait que plusieurs Russes ont aussi, se sont vus aussi octroyer le statut de réfugié dans d'autres pays. Donc c'est sûr qu'en ce moment, on parle beaucoup de la Russie. La communauté internationale de la Tchétchénie, la communauté internationale fait beaucoup pression pour ce qui se passe en Tchétchénie. Est-ce que ça veut dire que c'est moins pire en Russie? Je ne suis pas certain. Mais non seulement il n'y aurait pas vraiment eu d'enquête, ou à tout le moins pas d'enquête sérieuse, on a entendu des rapports très récents, en décembre et en janvier, de nouvelles persécutions envers des membres de la communauté LGBTQ+. Qu'est-ce qu'on en sait exactement? Est-ce que c'est de la même ampleur que ce qui s'est passé en 2017? Ça reste très obscur, en fait. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Encore une fois, les seules informations qu'on a, c'est via les organisations internationales. Amnesty International a fait toute une campagne dernièrement sur cet enjeu, mais on ne sait pas en termes de nombre, en termes à quel point on ne sait pas exactement comment ça se passe.
C'est ça. Pour l'instant, il y a une quarantaine qui disent, selon, entre autres, Russian LGBT Network, qui parle d'une quarantaine de personnes détenues, mais encore là, comme dit Ahmed, ça demeure obscur. On ne sait pas si c'est juste une partie des gens et que ce nombre peut doubler et tripler. Donc, ça reste obscur. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est la réalité d'une personne homosexuelle, ou enfin qui appartient à la communauté LGBTQ+, en Tchétchénie, aujourd'hui, en 2019? Ben c'est certain que c'est pas rose, mais c'est très semblable à différentes réalités ailleurs dans le monde également. C'est certain que là, Kadyrov va aussi appeler les membres des familles à dénoncer des parents qui seraient homosexuels. Donc, c'est certain que c'est pas évident qu'il faut vivre dans le secret d'une certaine façon, mais encore une fois, ça reflète quand même la réalité de plusieurs personnes LGBT dans le monde. Je pense par exemple au Brésil, où la situation est loin d'être joyeuse, en fait, pour les communautés LGBTQ. On parle justement récemment, il y a eu un militant homosexuel qui a fui le Brésil pour sa propre sécurité. Donc... Mais est-ce que, là, dans le cas du Brésil, il y a eu l'élection très récente d'un nouveau président très à droite qu'on a comparé à Donald Trump. Est-ce que le contexte électoral de la montée du populisme a un lien avec les persécutions envers les membres des communautés LGBTQ+? Moi, je crois que oui. C'est ce qu'on voit, en fait. Même avec l'élection de Donald Trump, aux États-Unis même, on a vu de plus en plus de répression envers les personnes LGBTQ, surtout au niveau juridique, des lois qui sont contestées au niveau étatique. On a vu, par exemple, l'interdiction des personnes trans à pouvoir servir dans l'armée. Donc, c'est certain que ce discours homophobe et transphobe de la part de Donald Trump sert à légitimer, si on veut, un certain discours populaire qui peut être ailleurs dans le monde. Exactement. Mais quelle forme prend la répression dans un pays plus démocratique comme les États-Unis versus la Tchétchénie, où l'état de la démocratie n'est pas le même, là, forcément? Ben c'est des discriminations multiples, concrètement. Donc, Alexis a parlé des États-Unis. Je pense que c'est un très bon exemple, notamment envers les personnes trans, on en a parlé. Donc, des discriminations multiples qui fait que le discours anti-trans ou anti-LGBTQ est pas, il existe en fait, mais le fait que des leaders politiques fassent écho à ce discours-là, ben, ça fait que des personnes qui avaient tendance à vivre leur homophobie ou leur transphobie dans l'ombre ont tendance à en parler beaucoup plus. Et du coup, ça fait que les personnes trans ou les personnes LGBTQ sont dans des situations de discrimination aussi bien au travail que dans d'autres domaines. Oui, allez-y. Oui, puis on a tendance à souligner la violence extrême, justement, qu'on voit en Tchétchénie, ce qu'il faut dénoncer, ça c'est certain. Mais cette violence-là a aussi lieu à différents niveaux, entre autres aux États-Unis. Puis toutes les lettres de l'acronyme ne sont pas non plus concernées par cette violence. Si je pense aux États-Unis, par exemple, il y a une violence inouïe envers les femmes trans de couleur. Il y a même un groupe qui s'appelle Inside qui répertorie ces violences. Et c'est des violences dont on entend peu parler, mais il y a beaucoup de meurtres de femmes trans de couleur aux États-Unis. C'est une violence physique comparable. Donc la persécution est compartimentée, si on peut dire. Brièvement, parce que le temps file, le Canada a été très proactif dans la défense des Tchétchènes qui ont été persécutés. On en a accueilli beaucoup ici, on le voyait dans la vidéo. Mais ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils ne sont pas forcément au bout de leur peine. Non, effectivement. Il y a des réalités, en fait, qui sont complexes une fois qu'ils arrivent ici. J'ai parlé tout à l'heure, en fait, de la diaspora tchétchène qui est effectivement présente. Donc, il y a un risque de représailles, si on veut. Ceci dit... C'est-à-dire que les Tchétchènes qui arrivent ici sont peut-être pas persécutés, mais harcelés par des membres de la diaspora tchétchène en sol canadien. Effectivement, il y a des possibilités. C'est arrivé à Toronto. Il y a un jeune homme tchétchène, justement, qui s'est fait battre par d'autres Tchétchènes de Toronto. C'est certain qu'il y a des organismes qui travaillent sur le terrain pour aider l'intégration des demandeurs d'asile tchétchènes. Ces organismes-là, tout dépendamment des villes, ont plus ou moins de ressources. Si on prend, par exemple, Rainbow Railroad qui a été mentionné dans le vidéo, ils ont quand même beaucoup de ressources. Ils travaillent très fort, ils sont très liés avec le gouvernement canadien. Des organismes comme Agir à Montréal, par contre, font ce travail d'accompagnement des demandeurs d'asile LGBT, mais
ont quand même peu de ressources. Alors, rapidement, en terminant, parce qu'on a presque plus de temps, est-ce que vous estimez que le Canada fait bien de les accueillir, mais est-ce qu'il en fait assez une fois qu'ils sont ici sur notre sol? C'est sûr qu'on a beaucoup communiqué sur le fait qu'on en a reçu. On dit beaucoup, mais c'est entre 30 et 40 personnes qui ont obtenu le statut de réfugié finalement. Est-ce que le Canada en fait assez? Moi, je ne suis pas certain parce que, comme disait Alexis, plusieurs organismes qui aident spécifiquement les demandeurs d'asile persécutés en raison de leur orientation sexuelle et ou identité de genre ne sont pas financés, aussi bien par le gouvernement, si on parle d'Agir, aussi bien par le gouvernement canadien qu'au Québec. Donc, on pourrait financer ce type d'organismes-là qui sont en première ligne et qui accompagnent les demandeurs d'asile LGBT. Donc, si je résume, les accueillir, ça règle une partie du problème, mais encore faudrait-il s'attaquer à l'autre partie du problème. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Ahmed Hamila et Alexis Labelle, tous les deux doctorants en sciences politiques à l'Université de Montréal. Merci d'être venus sur le plateau. Merci. Ça fait plaisir, merci.